Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo est en quête de justice. Kinshasa et la Cour pénale internationale ont signé un protocole d'accord sur le renforcement de leur coopération pour lutter contre l'impunité après plus de 20 ans de violences meurtrières à l'est du pays. En quête de diversification économique, le Tchad veut améliorer son climat des affaires. Une rencontre avec les opérateurs économiques a été organisée le 3 juin par le chef de la primature. Le but, créer un climat de confiance alors que le pays reste peu attractif aux yeux des investisseurs. Et quel avenir pour l'hydrogène vert en Afrique? Le développement de ce modèle énergétique décarboné était au cœur de la 13e édition des tables rondes de l'Arbois et de la Méditerranée au mois de mai. L'hydrogène vert pourrait jouer un rôle stratégique selon certains scientifiques. Mais tout d'abord, l'heure est au dépouillement en Guinée-Bissau. Après les élections législatives de ce dimanche 4 juin, les électeurs bissau-guinéens étaient appelés aux urnes pour élire les 102 députés de l'Assemblée nationale, dissoute un an plus tôt par le président Umaro Sissoko Embalo sur fond de divergences persistantes. Les scrutins se sont déroulés sans incident majeur selon la Commission nationale des élections qui a dressé un bilan plutôt positif. Les résultats provisoires devraient être connus d'ici le 7 juin. Le nom d'un Premier ministre devrait être annoncé juste après la proclamation des premières tendances. Après plus de 2 décennies de violences meurtrières, la République démocratique du Congo est en quête de justice. Kinshasa et la Cour pénale internationale ont récemment signé un protocole d'accord sur le renforcement de leur coopération pour lutter contre l'impunité face aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'est du pays. L'ouverture de plusieurs enquêtes est annoncée. Les précisions de Mildred Diamou. C'est une réaction positive aux saisines de la Cour pénale internationale par le gouvernement congolais pour les crimes commis à l'est du pays et imputables à divers groupes armés, dont le M23. En visite dans la ville congolaise de Bunia, le 30 mai 2023, le procureur de la CPI, Karim Khan, a exprimé son regret face aux violences faites contre les civils depuis plus de 20 ans dans le pays, tout en promettant l'ouverture dans les prochains jours des enquêtes pour stopper ces crimes. Position réaffirmée dans un entretien accordé à Africa 24. C'est le moment où nous devons trouver de nouveaux moyens d'apporter des actions concrètes aux personnes qui continuent de souffrir sous la main des groupes armés, des violations du corps humain et aussi de terribles allégations de viol qui sont entendues très régulièrement. Afin de contrer les crimes internationaux graves à l'est de la République démocratique du Congo, le procureur a souligné la nécessité d'efforts conjoints dans le cadre de nouveaux partenariats engageant les communautés pour accélérer la justice et assurer une responsabilisation significative. Pour lui, mettre l'accent sur l'expérience des survivants oriente le travail commun vers la justice. Karim Khan a défendu que les droits des victimes de crimes sexuels et sexistes doivent être défendus par de nouvelles approches et que l'appui à l'action locale demeure urgent pour traiter les séquelles des violences. Nous devons trouver des mécanismes pour établir des partenariats afin de passer véritablement des paroles aux actes. Nous devons travailler ensemble pour créer moins d'espace pour que l'impunité puisse prospérer et pour que ce type de crime soit commis. Je pense que cela nous aidera à créer plus d'espace pour la justice. Le 1er juin 2023 à Kinshasa, la République démocratique du Congo et la CPI ont signé un accord de renforcement de la coopération pour lutter contre l'impunité face aux crimes de guerre et contre l'humanité. Le partenariat devrait faciliter les activités de la CPI sur le territoire congolais. D'après les données des Nations Unies, à cause des affrontements armés, la République démocratique du Congo compte actuellement plus de 1,6 million de personnes déplacées internes, soit le nombre le plus élevé d'Afrique. Relation de bon voisinage en Afrique de l'Ouest, le gouvernement béninois met en garde contre le phénomène de désinformation concernant la délimitation des frontières entre le Bénin et le Togo. Une tâche qui a été confiée à une commission paritaire qui reste la seule compétente d'après les autorités togolaises et béninoises à pouvoir clarifier les limites. Les explications de Joël Ballot.
pour mettre fin aux polémiques autour de la frontière Bénin-Togo, longue de 651 km et qui délimite les territoires du Bénin à l'est et ceux du Togo à l'ouest. Le ministre béninois de l'Intérieur, Alassane Seydou, a publié un communiqué le 2 juin. Il notifie les autorités locales et la presse de s'abstenir de propager de fausses informations susceptibles d'entraver la cohabitation pacifique entre les peuples du Bénin et du Togo, notamment en ce qui concerne les villages et hameaux situés le long de la ligne de démarcation. Avec la République du Togo, les travaux ont abouti à la réaffirmation de la frontière à travers la construction de 243 bornes frontières, dont 24 bornes doubles, et un projet de construction des bornes de densification conformément au procès verbal d'abornement franco-allemand du 20 octobre 1913. Ces travaux ont créé le basculement de localités de part et d'autre de la ligne frontière. L'équipe technique conjointe s'apprête à rédiger la cartographie de la ligne frontière qui fera ressortir la position réelle des villages et hameaux par rapport à la ligne. Les localités situées à l'est seront sous la souveraineté du Bénin et celles à l'ouest seront sous la souveraineté du Togo. Avant ces travaux, la revendication d'un village ou hameau ne saurait se faire par des acteurs frontaliers ni par les populations vivant dans les zones frontalières ne maîtrisant pas la ligne frontière. La construction de bornes de densification va permettre aux populations riveraines de connaître les limites de leur territoire afin d'éviter tout conflit. Le véritable problème, c'est la faible présence de l'État dans les localités frontalières. En effet, plus vous vous éloignez des capitales en Afrique, et moins vous avez d'État. Et donc, ça crée un sentiment de frustration, ça crée un sentiment de ne pas appartenir à l'État. Et ça entraîne des porosités au niveau des frontières qui facilitent du coup la circulation de la criminalité, la circulation du trafic. Et des fois, vous avez des populations qui, manquant de services publics dans leur contrée, vont la chercher ailleurs. Et ce qui crée aussi donc des frustrations. Notons que si le Bénin collabore de façon plus collégiale avec le Togo sur la délimitation de leurs espaces terrestres et maritimes respectifs, le Togo est également en pourparlers avec le Ghana sur la même question. Assainir le climat des affaires pour redynamiser les activités économiques, c'est l'ambition portée par les autorités de transition du Tchad. Un dîner d'affaires a été organisé le 3 juin par le Premier ministre Saleh Bzabo. Le but, établir un climat de confiance entre le gouvernement et les opérateurs économiques à l'heure où le Tchad reste peu attractif aux yeux des investisseurs. Un sujet de la rédaction. Rendez-vous économique sans tabou au Tchad pour réfléchir à une nouvelle dynamique. Le Premier ministre de transition, Saleh Bzabo, a organisé le 3 juin un dîner d'affaires dans la capitale, N'Djamena. Le but, créer un climat de confiance entre le gouvernement et les opérateurs économiques, une initiative appréciée par ces derniers. J'appréhende les échanges aujourd'hui comme une opportunité pour le milieu des affaires de notre pays de faire au gouvernement de transition des propositions concrètes pour faire avancer les choses. Ce qui pourrait bien évidemment nous permettre de prévenir et de circonscrire les causes des crises et autres entraves au développement des affaires. Le climat des affaires s'est sensiblement dégradé au Tchad depuis le déclenchement de la crise des matières premières qui a suivi la pandémie de Covid-19. Dans le classement Doing Business 2020, le Tchad occupe le 182e rang sur 190 économies. Le chef du gouvernement s'est voulu rassurant quant aux réflexions menées à tous les niveaux pour relancer les affaires. Le gouvernement a pris quelques initiatives cette année pour essayer autant que possible de faire en sorte que les prix diminuent. Au niveau du gouvernement, en tout cas, nous avons arrêté l'achat des V8. On va acheter une gamme en dessous. Nous avons, avec le ministre des Finances, pensé qu'il fallait que la classe moyenne, qui est aujourd'hui en expansion, ait les capacités aussi d'avoir une voiture. On a baissé les taux de douane et autres taxes sur les petites voitures de 4-6 chevaux qui doivent permettre aux petits cadres, à l'employé, d'avoir une voiture pour aller au travail. Les taxes ont diminué drastiquement. Tout cela sont des efforts que nous faisons, mais à l'arrivée, le résultat
est toujours le même, les prix n'ont pas baissé. Entré dans le cercle des pays producteurs de pétrole en 2003, le Tchad est aujourd'hui en quête de diversification économique. Les autorités de transition tentent d'atteindre cet objectif en rendant le pays plus attractif, en vue de convaincre les opérateurs économiques et attirer plus d'investisseurs étrangers. Il est présenté par beaucoup de scientifiques comme un enjeu majeur et stratégique dans l'accélération de la décarbonisation des économies, la sécurité ou encore l'indépendance énergétique et alimentaire. L'hydrogène vert était au cœur de la 13e édition des tables rondes de l'Arbois et de la Méditerranée. C'était en mai dernier. Retour sur cet événement avec Eugène Chema. L'hydrogène vert, produit principalement par électrolyse de l'eau à partir d'électricité de sources renouvelables, draine l'intérêt de la communauté scientifique mondiale pour ses diverses applications dans l'intégration des énergies renouvelables au sein des réseaux électriques ou encore dans l'agriculture. L'université marocaine Moabet VI Polytechnique s'est associée récemment avec l'université française d'Aix-Marseille et le Centre national de la recherche scientifique pour aborder les enjeux de l'hydrogène vert en Afrique. C'était au cours de la 13e édition des tables rondes de l'Arbois et de la Méditerranée, tenue les 3 et 4 mai 2023. Pour l'agriculture, on parle de fertilisants. Dans le fertilisant, il y a 3 grands nutriments. Donc il y a le N, il y a le P, il y a le K. Donc il y a l'azote, le phosphate et la potasse. Et donc l'azote, aujourd'hui, peut être produit d'une manière verte, à savoir à partir de l'ammoniac vert. Donc aujourd'hui, le continent africain, comme vous le savez, c'est plus de 60% de terres arables non encore utilisées. L'Afrique va être la solution pour l'enjeu de la sécurité alimentaire à l'avenir. Et l'avantage que nous avons, c'est qu'on va avoir une agriculture dès le départ avec une empreinte carbone, je n'ai pas envie de dire neutre, voire négative, dans le sens où on va pouvoir stocker le carbone grâce à une agriculture durable, qui utilise des intrants, des nutriments qui sont verts, tels que l'azote. Le phosphate, il est vert par définition, et surtout avec une santé, avec des sols qui sont en très bonne santé, qui va pouvoir séquestrer plus de carbone. Donc l'Afrique va être la solution à 2 niveaux, le niveau de l'enjeu de la sécurité alimentaire et l'enjeu de la décarbonation au niveau mondial. D'après les données du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le système alimentaire mondial représenterait près d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui place l'agriculture au cœur de la lutte contre le réchauffement climatique, aux côtés des énergies fossiles qui, elles, représentent officiellement plus de 70% des émissions mondiales de CO2. L'hydrogène vert pourrait permettre de lever les défis de décarbonation liés aux 2 secteurs. En réalité, le CNRS travaille sur l'hydrogène depuis une trentaine d'années, avec évidemment des hauts et des bas en fonction de ce qui se passe dans le monde. Ce qui a réellement accéléré les choses ces dernières années, c'est cette nécessité de faire une transition énergétique la plus propre et la plus totale possible. Et l'hydrogène s'est avéré un des vecteurs d'énergie important. Ce n'est pas une énergie, c'est un vecteur d'énergie et qui va nous permettre de faire cette transition dans les meilleures conditions. La Banque européenne d'investissement, l'Alliance solaire internationale et l'Union africaine estiment que l'Afrique pourrait produire jusqu'à 50 millions de tonnes d'hydrogène vert d'ici 2035 contre 10 000 tonnes en 2022, permettant une réduction de 40% des émissions mondiales de carbone sur le continent. Avec des politiques adéquates, le continent serait en mesure d'approvisionner le marché mondial à hauteur de 25 millions de tonnes d'hydrogène vert, soit 15% du gaz utilisé dans l'ensemble de l'Union européenne. Également dans l'actualité, au Burkina Faso, les locaux d'un journal d'investigation ont été mis sous scellé le 2 juin par les autorités en raison d'un contentieux fiscal. Il s'agit du bimensuel L'Événement, une décision que la Société des éditeurs de la presse privée CEP a déplorée ce 4 juin. Cette dernière dénonce, je cite, une instrumentalisation du fisc et des services publics en général pour faire taire les voix discordantes. Fin de citation. D'après Reporters sans frontières, la presse locale et internationale fait face à une dégradation
augmentation constante de ces conditions de travail depuis 10 ans dans le pays, voire même dans la sous-région confrontée à des défis sécuritaires similaires. La Coupe du monde de rugby débutera dans 3 mois, plus précisément le 8 septembre en France. Sur les 20 nations qualifiées, le continent africain sera représenté par 2 sélections. Il s'agit de l'Afrique du Sud, 3 fois championne du monde de la discipline, et de la Namibie, qui participera pour la 6e fois à ce tournoi international. Plus de détails avec José Douglas. 10e édition de la Coupe du monde de rugby en France du 8 septembre au 28 octobre avec 26 équipes dont la Namibie et l'Afrique du Sud. 9 stades ont été choisis pour la circonstance et 48 matchs au total. Une Coupe du monde qui a vu le jour en 1987. À noter que l'Afrique du Sud était candidate pour le mondial de 2023 avec l'Irlande et la France. Depuis 1990, la Namibie est représentée au niveau international, année de son indépendance, avec leur habituel maillot bleu. L'Afrique du Sud qui a remporté 3 Coupes du monde en 1995, 2007 et la dernière en 2019 où les Springboks avaient pulvérisé les Anglais 32-12. L'Afrique du Sud, rappelons, qui dans le passé, à cause de l'apartheid, des joueurs non blancs ne pouvaient pas représenter le pays dans le rugby à 15, mais depuis les choses ont changé et on se souvient du meilleur joueur de 2007, Bryan Habana, qui avait marqué les esprits. 2 pays qui sont abonnés aux Coupes du Monde, finalement, qui sont naturellement, auxquels on pense naturellement lorsqu'on pense rugby africain. L'Afrique du Sud, ça reste quand même l'une des meilleures nations du monde. Il y a une probabilité pour que l'équipe de France la rencontre lors du quart de finale de Coupe du Monde. Et si c'est le cas, ça sera un sacré morceau déjà. Les Namibiens occupent la 23e place mondiale et ont pris part à leur première campagne de qualification mondiale de 1995 derrière la Côte d'Ivoire et se sont ensuite qualifiés aux 3 éditions suivantes. La Namibie, elle sera déjà dans la poule de la France. C'est un classique finalement des Coupes du Monde. Je pense que l'ambition de la Namibie, c'est de faire la meilleure Coupe du Monde possible. Mais effectivement, vu la poule qu'il y aura pour elle, je ne pense pas qu'elle ait une grande chance de passer en quart de finale. Mais c'est important aussi pour cette partie du monde. La Namibie qui évoluera en groupe A avec la France, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Premier match le 9 septembre contre l'Italie. L'Afrique du Sud sera avec l'Écosse, l'Irlande, la Roumanie et le Tonga. Premier match le 10 septembre contre l'Écosse. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.